Et on se retrouve tout de suite avec Valérie Pécresse, présidente libre du Conseil régional d'Île-de-France et candidate à l'élection présidentielle. Madame la Présidente, vous avez un pupitre rien que pour vous. Bonjour à tous, mes chers amis, en vos grades et qualités, parce que si je commence à nommer certains, je vais en oublier beaucoup. Quand un pays bâtit et entreprend, il entre en renaissance. Quand il ne construit plus, il entame son déclin. Celui qui rappelait cette vérité millénaire nous a laissé un grand dessein en héritage. Vous avez reconnu le discours fondateur de Nicolas Sarkozy sur le Grand Paris. Alors oui, il nous a légué la véritable vision spatiale, économique et humaine d'une France qui gagne. D'une France qui gagne en s'appuyant sur les potentiels de croissance, les potentiels de développement humain, les potentiels de progrès qui foisonnent, qui rayonnent et qui irriguent un territoire. Alors, le premier des creusets de la République, c'est évidemment la région capitale, où en 2007, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, enrageait de ne plus voir ni grues ni tunneliers, pendant que les grandes métropoles engageaient une profonde métamorphose. Il était très obsessionnel sur le Grand Londres. Et effectivement, la métamorphose de Londres a été, sous sa présidence, absolument spectaculaire, d'ailleurs tirée par, là aussi, la perspective des Jeux Olympiques de Londres, ce qui montre d'ailleurs un parallélisme très intéressant avec la situation de l'Île-de-France. Alors, de son vertige devant cette erreur historique, qu'était l'immobilisme de l'Île-de-France, est née la vision du Grand Paris. 10 ans plus tard, je crois que la tribune nous invite à nous poser la question « Qu'avons-nous fait de cette belle idée ?» C'est la question dont vous avez fait le titre de votre sommet et elle y apporte en soi la réponse. Alors ma conviction, c'est que oui, le Grand Paris peut être une ambition pour la France, si on le sauve. Et il doit être sauvé. Il doit être sauvé parce qu'il est la victime collatérale de 10 ans de velléités réformatrices jamais concrétisées, de lois imparfaites, de projets de loi sans lendemain, de réformes territoriales sans cesse annoncées, sans cesse reportées, de lignes du Grand Paris Express menacées dans leur calendrier, quand ce n'est pas dans la réalité même de leur tracé, quand ce n'est pas par des décisions judiciaires. On a espéré que cette belle ambition puisse devenir une priorité de l'État. Notamment quand Emmanuel Macron, en 2017, nous a annoncé, après 5 ans de présidence Hollande qui avait mis finalement la poussière sous le tapis et l'édredon sur le Grand Paris, quand Emmanuel Macron nous a annoncé l'organisation d'une conférence territoriale du Grand Paris et l'accélération de l'horizon de développement pour la France et l'île du même nom. Alors tout le monde a été reçu, mais rien n'est venu. Le nouveau souffle annoncé a fait pchit. Et dans quelques mois, c'est un quinquennat pour presque rien qui va se clore et qui va clore une décennie gâchée. Et pourtant, il n'aura jamais été aussi urgent de sauver le soldat Grand Paris. Car les crises sanitaires et climatiques sont devenues économiques et sociales, et elles bouleversent nos certitudes, et elles bouleversent aussi nos équilibres, elles menacent nos équilibres. La tempête du Covid a retardé des projets structurants, et elle a retardé les grands chantiers dont notre pays a pourtant un besoin vital pour sa relance. Investir dans les grandes opérations d'aménagement territorial, ça devrait être le cœur de la relance, comme y est inscrite la formidable chance des Jeux Olympiques. Cette priorité doit mobiliser l'État, les territoires et tous les acteurs, entreprises, associations, avec pour horizon commun une France qui ose, une France qui dure et une France qui s'apaise.
Nous avons déjà le cadre de ce formidable rebond dont notre pays a besoin. Il y a 10 ans, Nicolas Sarkozy a rêvé de le rendre possible ici en Île-de-France avant d'en déployer le modèle. Déployer le modèle dans d'autres métropoles en France. Le Grand Paris, bien sûr, c'est d'abord et avant tout le Grand Paris Express et la promesse d'un territoire augmenté par des liaisons nouvelles de transport, un lien facilité de banlieue à banlieue. Le Grand Paris, c'est aussi la puissance de la recherche, des savoirs, de l'intelligence francilienne, avec Saclay, mais pas que Saclay, avec des pôles universitaires partout en Île-de-France. Le Grand Paris, c'est aussi la forêt de Pierrelet et la promesse d'une nature augmentée, d'un poumon vert d'1 million d'arbres. Mais le récit du Grand Paris, et je tiens vraiment à le dire, parce qu'on voit bien que depuis l'éruption des Gilets jaunes, tous les investissements s'enfuient hors de l'Île-de-France. Ça n'est pas ce qu'il faut faire. Le Grand Paris ne parle pas qu'au bassin parisien. D'abord parce qu'il doit permettre de faire du développement de l'Île-de-France un levier majeur pour renforcer la compétitivité du pays, d'un pays tout entier engagé dans une concurrence féroce que se livrent les grandes puissances économiques mondiales. La promesse du Grand Paris, c'est aussi d'ouvrir la voie à un modèle de développement qui ne fait pas que respecter la nature, mais qui s'appuie sur la nature pour réinventer la ville, grâce à un regard inversé, grâce à l'innovation technologique, grâce à la sobriété des matériaux décarbonés. La promesse du Grand Paris, c'est celle aussi d'un développement plus humain et mieux partagé, qui se nourrit de la capacité d'innovation et de la créativité de nos territoires. C'est un modèle de développement qui relie, qui irrigue, qui met fin à la ségrégation, qui se nourrit des territoires qui l'entourent et qui en exprime, qui en révèle tous les potentiels. C'est un modèle de développement qui s'attaque résolument aux fractures géographiques, sociales, environnementales, économiques, tout à la fois. Alors oui, je rêve du Grand Paris. Je rêve d'un Grand Paris qui s'appuie sur tous les territoires, qui veut lutter contre les ghettos et le séparatisme urbain, qui grandit du développement des territoires ruraux et qui fait taire leur sentiment de relégation. Le Grand Paris sera équilibré ou ne sera pas. État, élus, territoires, entreprises, associations, nous devons soutenir la relance de toutes nos forces au lieu de la freiner, comme le retard du Grand Paris Express menace de le faire. S'il est sauvé, le Grand Paris boostera les investissements publics en les conjuguant au pari des acteurs privés qui sont nombreux à croire dans la vision qu'il porte. Réinventer Paris, réinventer la métropole, que de projets dans toutes nos intercommunalités, que de projets dans nos villes, que de projets dans nos territoires ruraux. Alors vous êtes nombreux dans cette salle à vouloir vous mobiliser autour de ce projet fédérateur. Il faut assumer ces grands projets. Ils sont les leviers de la croissance de demain, de la dynamique de la France demain. Et une des clés pour sortir la France de la déprime dans laquelle nous nous enfonçons chaque jour un peu plus. Si je voulais résumer ma pensée, je dirais qu'il vaut mieux sortir le chéquier pour investir dans l'avenir que pour faire plaisir. Alors, faute d'une ambition nationale pour le Grand Paris, vous le savez, j'ai mis toute mon énergie à donner corps à une ambition régionale pour l'Île-de-France. Lassée du Grand Paris des discours, je me suis attelée à construire celui des actes. C'est pour cela que nous avons lancé la révolution des transports, pour rattraper le temps et les investissements perdus depuis des années. Et cette révolution des transports va venir s'articuler avec les réalisations du Grand Paris Express. Je ne suis pas là devant vous pour défendre mon bilan sur les mobilités, vous le connaissez, vous en avez largement entendu parler ces derniers mois, mais ce que je veux vous dire, c'est que le Grand Paris Express à lui seul ne suffira pas. Pour que ce futur métro porte pleinement ses effets, bon, certes, il faut le faire d'abord, et j'y mettrai toute mon énergie, mais il faut donner aussi la possibilité à tous les Franciliens de s'y connecter le plus rapidement possible, mais aussi de la manière la plus écologique possible, quitte à réinventer la route et la voiture aussi. Le Grand Paris par les actes, c'est changer notre rapport à la mobilité. Mais c'est également changer notre manière d'habiter l'Île-de-France. Vous le savez, la crise sanitaire a complètement transformé notre rapport au temps et à l'espace.
Elle a remis en cause la fatalité des flux pendulaires et la suprématie des métropoles. La pandémie annonce la revanche des villes moyennes, des bourgs de la grande périphérie, qui vont progresser en autonomie. Cette crise appelle une nouvelle façon de bâtir nos villes, grandes et petites, afin qu'elles offrent le plus d'équipements possible, le plus d'opportunités locales, mais aussi plus de nature et d'espace de respiration. Et surtout qu'elles deviennent plus belles. Alors oui, nous devons assumer une triple dynamique dans le Grand Paris. D'abord, une dynamique partenariale. C'est ce que je me suis efforcée de mettre en œuvre en Île-de-France depuis 6 ans, avec une contractualisation très opérationnelle avec les collectivités, grâce aux contrats d'aménagement régionaux, les fameux CAR, aux contrats ruraux, les non moins fameux COR, et à nos quartiers innovants et écologiques que nous voulons recréer, des quartiers de mixité sociale pour permettre de reconstruire la ville sur la ville. Une dynamique aussi écologique, bien sûr, mais une écologie des résultats. Vous le savez, nous avons tenu l'année dernière la première conférence climat d'Île-de-France et nous avons mis en œuvre, à l'issue de cette conférence, 192 propositions avec de nouveaux outils pour rendre la ville plus vivable, plus désirable, repenser les entrées de ville, réhabiliter au lieu de construire, créer des îlots de fraîcheur, transformer les bureaux en logements, ramener l'arbre et l'eau dans la ville, ouvrir des nouvelles trames vertes et cyclables. Une dynamique de solidarité aussi. Alors oui, j'ai fait bouger et je vais continuer à faire bouger toutes les lignes de la cohésion territoriale, sans jamais oublier que la cohésion territoriale n'est rien sans la cohésion sociale. C'est pour cela que nous avons mis en place une stratégie anti-ghetto pour forcer la mixité sociale. Par les aides, nous avons encouragé la mixité fonctionnelle des quartiers. Et cette politique anti-ghetto, moi, je demande à l'État de la relayer, je demande à l'État de nous y aider puissamment, parce qu'elle est indispensable pour lutter contre le séparatisme urbain et le séparatisme tout court. D'ailleurs, dans la région, j'ai imposé aussi l'adhésion et le respect des valeurs de la République à travers, par exemple, la charte régionale de la laïcité pour tous ceux qui prétendent obtenir un soutien financier régional. Il faut s'engager sur les valeurs de la République et le respect de la laïcité. Alors, je suis allée depuis 6 ans et je vais continuer d'aller jusqu'au bout des compétences régionales. Je vais même essayer d'en faire plus, d'aller au-delà quand je peux. Mais j'appelle chaque jour l'État à lâcher prise pour une plus grande efficacité collective. Oui, je revendique le droit à l'expérimentation. Si l'État ne veut pas faire, qu'il nous laisse faire. Je réclame la confiance dans les territoires. Si l'État ne veut pas faire, qu'il nous fasse confiance. Et je plaide pour un nouvel acte majeur de décentralisation, au nom de l'ambition et de l'efficacité territoriale. Ce projet pour toute l'Île-de-France, en réalité, c'est toute la France qui en a besoin. Oui, nous avons besoin, dans toute la France, de grands projets urbains. Et nous n'avons pas fini de construire. L'attractivité de l'Île-de-France, sa démographie, l'ambition de ses talents, sa production culturelle, scientifique, sont les ferments d'une croissance durable qui doit être accompagnée par des grands chantiers. Chantier, ce n'est pas un gros mot. Construire, ça n'est pas un gros mot. À rebours des théories malthusiennes des tenants de la décroissance, j'ai foi dans notre capacité collective à porter un modèle zéro artificialisation nette tout en construisant davantage et en construisant mieux. À porter un modèle zéro émission nette tout en continuant à nous déplacer, mais en nous déplaçant mieux et avec des moyens de transport décarbonés. Et à porter un modèle circulaire, zéro ressources nettes, en encourageant massivement le recyclage. Et oui, il faut se mettre comme objectif qu'en 2035, 75% de nos matériaux seront recyclés. Mettons-nous des exigences et investissons pour y arriver. Je sais que l'innovation permet de s'affranchir du modèle de consommation actuel.
Alors affirmer que notre pays ne doit pas s'arrêter d'avancer, ce n'est pas être sourd au désir d'écologie de nos concitoyens, et singulièrement de la jeune génération. Au contraire, c'est proposer une écologie des solutions et une écologie des résultats, qui tourne le dos à une idéologie faite d'interdits et de contraintes. Cette écologie positive, elle réconcilie l'homme, la ville et la nature. Vous vous en souvenez peut-être, c'était l'ambition que nous avions retenue pour la première édition de la Biennale d'architecture et de paysage de la région au printemps 2019. Alors cette biennale qui devait avoir lieu en 2021 est repoussée à 2022. J'appelle tous ceux d'entre vous qui veulent y participer à venir s'engager auprès de nous. Deuxième biennale régionale d'architecture et du paysage en juin 2022 pour donner à voir tout le savoir-faire urbain, architectural et paysager de l'Île-de-France. Alors oui, avant même que la pandémie ne bouleverse nos vies, j'avais voulu offrir aux Français et aux Franciliens d'abord un nouveau modèle de développement urbain qui atténue notre empreinte carbone, qui adapte notre quotidien au dérèglement climatique pour le rendre supportable. Le Grand Paris que nous bâtirons ensemble, j'en suis sûre, peut devenir cette vitrine de l'écologie positive, ce visage emblématique et international d'une écologie de progrès. Voilà, mes chers amis, en quelques mots, pourquoi cette très belle idée, ce très beau rêve du Grand Paris doit être sauvé. Cette idée porte en elle le pari d'une ambition pour le territoire, par le territoire, pour le territoire. Et quand je dis le territoire, ce n'est pas que le territoire de Paris, ce n'est pas que le territoire de l'Île-de-France, c'est pour la France. Nous avons besoin de libérer les énergies, nous avons besoin de desserrer les carcans qui les brident, de faire confiance à l'intelligence collective. Et oui, je le dis aux juges qui parfois en décident autrement, le Grand Paris Express est d'intérêt majeur, d'intérêt environnemental majeur. La région capitale doit réussir le Grand Paris pour prouver que cette ambition existe, pour prouver que notre pays a une dynamique, pour prouver que notre pays croit en lui. Vous aurez compris, le Grand Paris, ce n'est pas seulement Paris en grand, ce n'est même pas l'Île-de-France en grand, c'est la France en grand. Je vous remercie. Merci Valérie Pécresse. J'invite aussi nos intervenants à nous rejoindre pour la prochaine séquence. Mais on va... Non, chaque chose en son temps. À chaque chose en son temps. Ok. Dis-moi. Alors, on est au sommet du Grand Paris aujourd'hui. Demain, si le destin est avec vous, vous serez au sommet de l'État. Quelles réformes entreprendrez-vous pour résoudre quand même cette région qui est la plus riche de France et d'Europe, 32% du PIB, mais qui est la plus inégalitaire ? Est-ce que ça passe par une simple réforme institutionnelle ? Non, je crois que la réforme institutionnelle, elle devra nécessairement se faire. Vous savez bien que je porte depuis toujours le projet d'une région métropolitaine qui associe aussi les maires à sa gestion. Mais je pense que chaque métropole en France doit avoir son modèle spécifique. Ce n'est pas la même chose quand on parle de la métropole de Lyon, quand on parle de la métropole marseillaise ou quand on parle de la métropole du Grand Paris. Je crois à la différenciation. Et je crois profondément à l'énergie des territoires. Donc c'est des territoires que doit naître chaque projet. Donc ça, c'est sur le volet institutionnel. Mais le sujet, il n'est pas institutionnel. Moi, je tire un immense signal d'alarme sur les blocages que rencontrent tous nos projets, et notamment les blocages juridiques. Aujourd'hui, il nous faut une loi qui permettra, dans notre pays, de considérer que quand un projet dépasse un certain montant d'investissement public, il est d'intérêt majeur par nature. On ne peut pas aujourd'hui... moi, j'ai entendu que Roissy Express était bloqué parce qu'un juge du tribunal administratif de Montreuil, je respecte infiniment les décisions de justice, mais a jugé qu'il n'était pas d'intérêt majeur et qu'un lézard des murailles présent sur le ballast présentait plus d'intérêt que d'enlever des dizaines de milliers de voitures chaque jour de l'autoroute A1 et de l'autoroute A3 pour aller à Roissy. Je dis qu'il faut changer tout cela. Il faut que la pollution de l'air, qui est vraiment l'enjeu majeur
de la pollution en Île-de-France soit prise en compte beaucoup mieux. De la même façon, on me dit qu'est menacée la construction de la ligne 17, soi-disant pour des enjeux écologiques. La ligne 17 du Grand Paris Express, c'est la seule ligne qui desservira le département du Val d'Oise. C'est la ligne qui desservira Garges-les-Gonesse, Sarcelles, Gonesse, Villiers-le-Bel, des villes dans lesquelles nous avons plus de 20% de chômage, 40% de chômage des jeunes, et qui ne sont pas desservis aujourd'hui par la moindre ligne de transport en commun digne de ce nom. On donnera à 250 000 personnes accès 2 fois plus vite à l'emploi à Saint-Denis ou à Roissy. Et cette ligne 17, c'est celle qui va doubler le RER B au nord. Le RER B, qui est une ligne que nous sommes en train de rénover profondément, mais ça va prendre 10 ans. Donc voilà, cette ligne 17, elle est écologiquement et socialement indispensable. Alors oui, je me battrai. Un juge vient de nous annuler la déclaration d'utilité publique du tramway 10, le tramway Paris-Châtillon, parce que soi-disant, Clamart, parce que soi-disant, il n'y a pas d'intérêt environnemental suffisant, parce qu'on coupe quelques arbres dans la forêt de Meudon pour mettre un centre de remisage des rames du tramway, et que nous replantons 2 fois plus, à un autre endroit évidemment. Voilà. Et ce tramway, c'est quoi? C'est évidemment là encore des dizaines de milliers de voitures de moins sur les routes des Hauts-de-Seine et de Paris. Donc il faut aujourd'hui que ces projets puissent voir le jour. Et là, vraiment, je ferai voter une loi pour protéger ces grands projets. On ne peut pas se retrouver 4 ans après une déclaration d'utilité publique avec une annulation judiciaire, ça n'est pas possible. Il faut mettre des délais de justice très rapides, que le juge se prononce très rapidement et que les grands projets ne soient pas traités comme le permis de construire de Madame Dupont. Vous êtes la première, notamment au MEDEF cet été, à dire qu'il faut délégiférer, déréglementer, et vous voulez encore faire des lois? Une loi qui permettra de protéger l'action concrète et surtout qui permettra de réduire les délais de justice pour les très grands projets d'aménagement. Il faut donner une sécurité juridique aux aménageurs pour les grands projets d'aménagement. Ça n'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'on est tous paralysés? C'est parce qu'il y a des recours et des recours et des recours. Donc il faut que ces recours soient jugés vite, parce que la justice, évidemment, est un droit constitutionnel. Le droit de faire un recours est un droit constitutionnel, mais il faut que ce soit jugé vite. Et il faut qu'on puisse prioriser les grands projets. Et il faut que ces grands projets puissent voir le jour. Voilà. Parce que je sais qu'il y a des assurances anti-recours, mais c'est encore des coûts supplémentaires pour tout le monde. Donc il faut qu'on puisse agir, il faut qu'on puisse construire. On est face à la Chine, on est face aux États-Unis, on est face à l'Allemagne, on est face à des pays qui sont pragmatiques. Il n'y a pas un seul pays, je crois, en Europe, dans lequel un projet de 2 milliards d'euros comme CDG Express, 2 milliards d'euros d'argent public, est considéré comme n'étant pas d'intérêt majeur. Il y a déjà le système, projet d'intérêt national, opération d'intérêt national. Oui, mais là, en l'occurrence, c'est la jurisprudence sur les infrastructures qui dit on peut s'abstraire d'un impact environnemental, mettons sur le lézard des murailles ou sur la biodiversité, on peut s'abstraire d'un impact environnemental si le projet est d'intérêt majeur. C'est la jurisprudence du tribunal administratif. Moi, je pense qu'il faudrait considérer, enfin du Conseil d'État, il faut considérer d'intérêt majeur les projets au-delà d'un certain montant d'engagement financier de l'État. Parce que l'État est quand même le garant de l'intérêt général. Qu'est-ce que c'est que cette défiance? Si la sphère publique dit au juge, ce projet pour moi est d'intérêt majeur, et d'ailleurs nous sommes prêts à y investir 2 milliards d'euros, il y en a déjà 1 milliard qui a été dépensé entre parenthèses, comment est-ce qu'on peut juger que ce projet n'est pas d'intérêt majeur? Oui, il y a un vrai sujet là-dessus, et là je pense qu'il faut, le juge appliquant la loi, il faut que la loi soit plus claire, et il faut qu'elle aide l'État à se faire entendre. Le Conseil d'État, votre corps d'origine, vous suivra? Le Conseil d'État applique la loi de la République. Donc si la loi de la République dit qu'un projet, au-delà d'un certain montant, est considéré par nature comme d'intérêt majeur, il suivra la loi de la République. Mais là encore, ce n'est pas une attaque contre la biodiversité. Vous savez bien que j'ai fait la première agence régionale de la biodiversité en Île-de-France. Mais le problème de santé publique majeur, fondamental, prégnant de l'Île-de-France, c'est la pollution de l'air. Voilà. Alors une zone à faible émission à l'échelle de la région? La fameuse ZFE de la métropole dont tout le monde parle. Moi, les ZFE, je ne suis pas hostile aux ZFE parce que je pense qu'il va falloir décarboner les métropoles. Mon objectif pour 2050, c'est une France décarbonée. Et d'ailleurs, ce n'est pas la montée sidérale des prix du gaz aujourd'hui qui conduit à renchérir l'électricité de manière colossale pour tous les franciliens.
ou pour tous les Français, puisque nous parlons de la France ici, qui va me changer mon idée. Nous devons nous libérer de notre dépendance aux énergies fossiles. Nous devons produire de l'énergie française. Et ça suppose évidemment de réinvestir et dans le nucléaire et dans les énergies renouvelables ensemble. Mais au-delà de ça, effectivement, il faudra que nos transports se décarbonent. Et il faudra commencer par la logistique urbaine. Mais pour ça, il faut aider. Il faut des aides. Il faut que l'État soit puissamment en soutien, et puis il faut aussi des réseaux de bornes de recharge, parce que si on commence par dire il faut des transports électriques, mais qu'il n'y a pas le réseau, évidemment on n'aboutira à rien. Oui, aujourd'hui il y a 2500 bornes de recharge en Île-de-France, principalement Paris et métropole. Comment vous voulez mailler tout le territoire ? Je pense qu'on a fait une erreur au démarrage, c'est en ne confiant pas au niveau régional la coordination des réseaux de bornes de recharge. Le faire par syndicat intercommunal, c'était évidemment donner prise à toutes les inégalités territoriales. Donc il faut, et c'est ce que la région a proposé de faire, refaire un schéma régional des bornes, et la région investira, on a proposé d'investir à 50% dans le financement de chaque borne électrique. Je sais que certains départements se sont aussi engagés à financer eux-mêmes des bornes de recharge, donc il faut en faire une priorité. De toute façon, pour moi, en 2035, il n'y a plus un véhicule qui doit sortir. Quand je dis véhicule, c'est voiture, mais c'est 2 roues, c'est aussi bateau, c'est aussi transport logistique qui doit sortir d'une usine en n'étant pas complètement décarboné. C'est ça, le chemin 2050 zéro carbone. C'est aussi un sentier de transformation industrielle majeur. Et cette transition écologique, elle a un coût, et il va falloir que l'État l'assume en priorité. C'est pour ça que le Grand Paris Express, j'y reviens, est d'intérêt majeur. Et toutes les lignes de transport en commun sont d'intérêt majeur. On ne peut pas imaginer décarboner une région de 12 millions d'habitants sans des lignes de transport structurantes, notamment banlieue-banlieue. Merci Valérie Pécresse, je crois qu'il faut vous libérer. Merci à tous.